On va commencer par la correction de l'exercice 1, donc il ne présentait pas de difficulté, du moins je pensais. Donc on demande de calculer les points d'équilibre, donc les dérivés sont nuls, x2 est nul, et puis on doit avoir sinus x1 égale 0. Donc mathématiquement, il y en a très peu qui ont fait ça comme ça, mais mathématiquement, il y a du coup une infinité de points d'équilibre, tous les points de la forme kpi, avec k un entier dans z, euh, et puis x2 égale 0. Donc c'est tous les angles, 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Et la vitesse angulaire nulle, le x2. Euh, donc effectivement, on pouvait considérer qu'il y a deux points d'équilibre, hein, c'est pas forcément puisque c'est voilà comme ça, comme les angles tournent, effectivement avec les angles il y a des choses un peu surprenantes qui se passent. Donc deux points d'équilibre, le point d'équilibre donc en position verticale, les deux points d'équilibre, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il n'y a pas d'horizontale et de verticale, mais ils sont tous les deux à la verticale, soit en position basse, soit en position haute, et en position basse, ben, les forces font que on a une stabilité asymptotique, et en position haute, on a une instabilité. Donc s'il n'y a aucun frottement, ben, la boule continue d'osciller indéfiniment. Donc on a stabilité, parce qu'on peut être aussi proche qu'on veut du point d'équilibre dans la position basse, si on commence assez proche de ce point d'équilibre, mais on n'a pas stabilité asymptotique. Juste un petit truc sur cet exemple, sans vouloir trop y passer très longtemps. Vous voyez que sur la position haute, si on peut aussi être aussi proche qu'on veut de la position haute sans frottement. C'est-à-dire, j'espère que vous comprenez mon raisonnement, mais si on veut être proche de la position pi, on démarre de pi plus epsilon, avec epsilon aussi petit qu'on veut. Puis comme il va osciller de manière infinie, il sera toujours très proche de ce point d'équilibre. Donc on a l'impression que ce point est aussi stable, mais évidemment ça ne respecte pas la définition de stabilité parce qu'il faut être proche de ce point pour tout temps. Donc si vous regardez la définition, il faut que x de t soit plus petit que epsilon, quel que soit t. Et là, en fait, on s'éloigne et on finit par se rapprocher. Et donc ce problème de s'éloigner et de se finir par se rapprocher, c'est cette méthode-là qui est utilisée pour montrer qu'il y a des modèles qui sont asymptotiquement stables, non, pardon, qui sont attractifs mais pas justement stables. Donc vous avez des modèles qui convergent vers le point d'origine, pourtant vous n'avez pas stabilité. Et c'est lié à des phénomènes de ce type-là, où on arrive à être proche du point d'équilibre, mais à un moment donné on s'éloigne de ce point d'équilibre. Bon voilà, c'était une petite parenthèse culture générale. Vous devez entendre ma petite fille qui s'éclate derrière sur la vidéo, j'espère que vous l'entendez pas trop fort. Voilà, pour l'exercice 2, donc bah, voilà, je pense que c'est un exercice classique, mais peut-être trop calculatoire, je sais pas. Donc prenez la première sortie y égale x1, donc ça vous donne votre première variable z1, vous dérivez cette première variable, vous avez z2, vous dérivez la deuxième variable et vous avez z3. Jusqu'ici, quasiment tout le monde a bien réussi. Et ensuite, c'est devenu un peu plus compliqué la dérivée de z3 pour trouver le modèle et, et pour trouver le retour. Donc certains m'ont fait avec donc les dérivés de Lie, mais c'est pareil avec les dérivés de Lie. Euh, Certains ont un peu triché en disant le retour, c'est ils ont mis directement la dérivée sans vraiment expliciter ce que c'était. Bon, j'ai compté des points pas mal, hein, mais euh, jamais l'entièreté des points en tout cas. Donc z' égale z2, z.2 égale z3, et puis z.3, bah, vous commencez à dériver, 7x.3, vous remplacez, 4 x1 cube fois x.1. Et là, vous voyez, x.1, je peux directement remplacer par z2, ça me fait des calculs en moins pareil, le deuxième là, donc c'est moins 2x1, x.1, c'est directement z2, et puis moins 8 x.2 est donné ici. Quand je développe cette première partie, quand je développe tout ça, donc là finalement j'aurais pu factoriser directement, je me rends compte qu'il y a des termes là de puissance où je reconnais Z3. En fait, mon but c'est d'avoir un Z.3 qui dépend que de Z1, Z2, Z3. Donc je remplace toutes les variables. J'essaie de ne pas laisser de x1, x2, x3. Je sais que voilà, je l'ai fait dans un exemple et donc ça a peut-être pu vous inciter à le faire, mais généralement quand on fait des changements de variables, on s'arrange pour qu'il n'y ait plus que les variables de changement de variables, justement, de Z1, Z2, Z3.
Donc on laisse plus de x1, x2, x3. Il y a une logique, hein, si vous programmez un peu, si voilà, vous faites la commande sur des vrais modèles, c'est pour éviter de se tromper, tout simplement. Si vous commencez à mélanger les variables une fois après le changement, si vous faites bien, vous en sortez, mais si vous ne faites pas bien, vous avez vite fait voilà, de créer des confusions. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai utilisé une petite astuce. Donc, ici, on a 7x1 puissance 4. Donc ça, ce 7 fois x1 puissance 4, je l'ai renommé, enfin, je l'ai réécrit, moins x1 puissance 4, puis 8 x1 puissance 4. Donc ça fait bien 7 ici. Et pareil ici, j'ai bien 7. Donc pourquoi j'ai fait ça? C'est pour faire apparaître ici ces termes-là, là, soulignés, qui sont rien d'autre que moins z3. La somme de tous ces termes soulignés. C'est toujours dans l'idée de me débarrasser de tous les termes et d'avoir que Z1, Z2, Z3. Après X1, c'est des termes qui me plaisent bien parce que c'est directement Z1. Là, c'est pareil. Z2 ici. Donc, c'est un 2 ici que vous voyez. 4 Z1 cube moins 2 Z1. Il y a encore un 8 X3 qui traîne. Donc, il faut remplacer X3. Et 8U. Donc, comment remplacer ce X3? Ben, en fait, on se rend compte que on se rend compte que quoi? Voilà, que quand on rajoute Z2 plus Z3, voilà, quand on rajoute Z2 plus Z3, Z2 et Z3, quand on les rajoute, ben, en fait, les 8x2 se simplifient, il reste 8x3 et puis ces valeurs-là. Et comme c'est que en fonction de x1, ça m'arrange bien aussi, donc je peux remplacer directement par 8x3, par Z2, Z3 et puis Z1. Et là, le tour est joué puisque toutes mes variables sont exprimées avec Z1, Z2, Z3. Donc ça me donne une équation de cette forme-là, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur, donc avec le 8u, ce sera un comble si j'ai fait des erreurs parce que je me suis moqué de vous durant la précédente vidéo pour dire que vous ne savez pas calculer, donc voilà, vous me tiendrez au courant si vous voyez des erreurs. Et donc voilà, toute cette composante-là, je peux l'éliminer, donc j'ai oublié le 8 ici, donc j'ai corrigé, donc c'est mal écrit, mais 8 fois u, c'est égal à v moins toute cette fonction-là que j'ai nommée alpha de z1, z2, z3. Donc on linéarise parfaitement le modèle, on obtient z.1 égale z2, z.2 égale z3 ici, et z.3 égale v. Donc on peut peut-être essayer de corriger ça. Est-ce que je peux corriger ça? Z3. Voilà, c'est pas très joli, mais vous avez compris l'idée. Voilà, et donc après on veut contrôler avec un PID, donc très peu de gens ont vraiment utilisé un PID, et parce qu'ils ont tous utilisé un proportionnel dérivé, mais PID il y a aussi un terme intégrateur, donc la trajectoire YR donc de sinus t, on pose E égale YR moins Y, et on cherche une commande de la forme alpha fois l'erreur, fois la dérivée de l'erreur, donc ici on va jusqu'à degré 2, parce qu'on a un système de degré 3, et puis la référence dérivée 3 fois, plus alpha moins 1, j'ai noté le terme intégral. Quand je fais ça, donc mon modèle c'est y3 égale v, pour le réécrire sous la forme voilà, linéarisée complètement. Donc, et pour retomber aussi ce qu'on avait fait en cours. Donc l'erreur vérifie l'équation, donc en dérivant une nouvelle fois, je remplace v par cette expression. Je mets tout du même côté et je retombe sur l'erreur dérivée 3 fois. Je dérive encore une fois pour me débarrasser de l'intégrale pour avoir une dérivée quatrième. Et je ce modèle-là ici. Et donc j'aimerais choisir les coefficients pour avoir une équation qui vérifie un polynôme de degré 4 avec des pôles directement à moins 1. Et donc avec les coefficients du nombre, j'ai 1, 4, 6, 4 comme coefficient. Donc, généralement, vous avez un degré 3 pour ceux qui l'ont fait. Et puis vous avez les coefficients 1, 3, 3, 1 pour ceux qui ont fait cet exercice. À la fin, c'est bien d'exprimer, vous l'avez presque tous fait, ceux qui ont fait l'exercice, c'est bien d'exprimer V complètement en fonction de Y et Y, YR et Y ici avec les coefficients donnés. C'est bien de tout écrire, je n'avais pas de place, je n'ai pas tout écrit, mais normalement il faudra aller jusqu'au bout. Pour l'exercice 3 maintenant, donc c'est l'exercice qui a été le mieux réussi, hein, quasiment tout le monde a réussi, c'est juste que vous n'avez pas respecté la consigne d'exprimer U en fonction de x1, x2. Donc voilà, j'ai un peu eu tout
J'ai un peu tout eu, alors j'ai compté juste, hein, quand vous aviez la bonne expression, j'ai compté juste, je n'ai pas été méchant là-dessus. Vous avez X2 comme une nouvelle entrée du premier modèle. Donc, le premier sous-système est asymptotiquement stable si la fonction V, là, c'est une fonction de Lyapunov. Donc, x1 carré sur 2 ici. Quand je dérive, si je prends, j'ai x1 plus x2, mais si je prends x2 égale moins 2x1, en fait, on peut le voir directement ici, hein. Si vous prenez x1 moins 2x1, ça fait x point égale moins x1. C'est une, voilà, c'est une exponentielle qui est décroissante, donc ça marche bien. Donc, effectivement, ici, on tombe sur moins x1 carré. Donc, après, vous faites un changement de variable, vous posez z2 égale x2 moins phi de x1, et donc ça fait x2 plus 2x1. Vous réécrivez le modèle x.1, vous ne changez pas, vous calculez z.2, donc vous essayez d'exprimer z.2 maintenant qu'en fonction de z2 et x1. C'est ce que j'ai ici. Là, c'est pareil, des fois, certaines personnes ont gardé du x2 encore ici, mais voilà, c'est pour éviter les confusions. C'est bien voilà, de respecter ces changements de variables. On cherche une commande qui stabilise ce modèle. U, là, on prend une fonction de la F9 cette fois avec x1 carré sur 2, donc le même que tout à l'heure, et z2 carré sur 2. Alors attention, une erreur que souvent vous avez faite pour certains, c'est que vous pensez que pour ce nouvel modèle, la dérivée de x1 carré sur 2, ça donne directement la dérivée de v ici, moins x1 carré. Ce qui n'est pas le cas en fait, il y a un terme en plus, vous voyez que vous avez un moins x1 carré plus x1 z2. Donc il y en a un ou deux, trois, peut-être quatre qui m'ont mis directement ici moins x1 carré, donc il manquait des termes, donc c'était pas tout à fait juste, c'était dommage. Donc z2 fois la dérivée de z2, la dérivée de z2 est écrite ici, donc généralement ce qu'on fait c'est qu'on factorise z2, ou alors on le voit directement, ici c'est assez simple. Donc si je pose u égale, j'élimine ce terme, là il faut que je garde un moins x1 pour éliminer le terme croisé x1 z2 ici, et puis je rajoute, j'enlève ces deux z2 puis j'en rajoute un pour avoir z2 carré, moins z2 carré. Je tombe sur cette fonction là qui est bien strictement négative. L'origine est donc globalement ici parce que les limites de v tendent vers l'infini à chaque fois et puis qu'on n'a pas de restriction sur le lieu dans l'espace pour lequel les inégalités sont vérifiées. Donc voilà, on a une stabilité globale asymptotique. Donc qu'est-ce qu'il faut dire explicitement? C'est que x1, z2 tend vers 0, donc z2 va tendre vers x2 va tendre vers phi de x1, donc par ricochet, x1 va tendre vers 0. Donc le dernier modèle, je pensais vraiment que vous alliez repartir de ça, donc vous n'alliez pas refaire tout ce calcul-là. Il y en a beaucoup qui m'ont repris tous les calculs, ils ont refait tout ça pour revenir à ça. C'est le même modèle, hein, c'est juste un intégrateur en plus. Donc voilà, vous avez perdu peut-être beaucoup de temps là-dessus et quasiment personne n'est allé jusqu'au bout. C'est ce qui était surprenant. Je reprends, donc mon premier sous-système à x2 égale moins x1, je sais que cette fonction-là va marcher. Après, le deuxième sous-modèle va se réécrire comme ça. Donc x3 ici, je me suis trompé, là on voit plus, là l'écran n'est pas enregistré, donc là vous avez x3, c'est votre nouvelle entrée de ce modèle, mais on l'a déjà fait ce travail, donc on ne va pas le refaire. On sait que x3 égale, cette fonction-là va stabiliser ce sous-système avec la fonction de Lyapunov qui est donnée ici et dont la dérivée, pour ce sous-modèle en tout cas, va s'écrire comme ça. Donc on sait déjà tout là. Donc pour l'instant, voilà, tout ça là, c'est directement. Et le dernier changement de variable qui arrive, là c'est le travail en plus, c'est z3 égale x3 moins phi de x1 z2, donc cette fonction-là que j'ai réécrit ici. Vous vous rendez compte tout de suite, quand vous posez ça, que z.2, pour réécrire notre modèle sans x3, là, pour que ça soit un peu plus joli, et ben en fait, c'est directement moins x1 plus z3 moins z2. Donc, si je remplace ça ici, x3 c'est z3 plus phi de phi1 de x1, phi1 est donné ici, hop, tout ça simplifie et on a un truc un peu linéaire qui est plus facile. Donc du coup les calculs sont plus faciles après. Parce que vous avez gardé ici le sinus et puis ça dérive, ça fait, voilà, ça peut vite devenir compliqué. Donc certains, là j'ai tout eu là. Certains ont gardé z.2, c'est x point, ils ont gardé tous les termes pour que ça soit, voilà, pour que ça soit pas compliqué. Et effectivement, j'avais montré un exemple où on gardait beaucoup de termes, on écrivait des dérivés sans les calculer. Mais là, j'avais bien précisé que je voulais u en fonction de x1, z2, z3, donc vraiment, je m'attendais à ce que les calculs soient faits jusqu'au bout. Donc avec cette astuce ici, où z.2 s'écrit plus facilement, quand on calcule le z.3, qu'est-ce qu'on a? Donc on a
x.3 moins cette dérivée-là. Donc, moins cette dérivée-là. Donc ça fait cosinus 3x1 moins z2 facteur de 3x.1 moins z.2. Là, c'est la dérivée de ce terme-là. La dérivée de sinus, ça fait ça. Moins x.1 plus 3z.2. x.3, ça fait u directement. Ça, je le garde. Ça, je commence à le remplacer. Donc x.1, je le remplace. z.2, grâce à ça, je le réécris aussi facilement. Et puis x.1 ici, de nouveau, je le remplace. Donc c'est moins x.1. Donc ça fait, les signes sont inversés ici. Et puis 3z.2, pareil, je le remplace grâce à cette astuce-là. Et puis, du coup, voilà, les choses se simplifient. J'ai u plus cosinus d'un terme là qui dépend de x1, z2, z3 que je note bêta. Et si je pose v égale x1 carré plus z2 carré plus z3 carré tout sur 2 en dérivant v, donc je réécris mes dérivés. Et puis j'ai mon u plus bêta qui apparaît ici. Donc j'ai moins x1 carré moins z2 carré, cette dérivée-là, plus d'autres termes, donc il y a des termes en plus, pas oublier. Hein. Donc j'ai un terme en z2, z3 qui apparaît, et un terme en x1, z2 qui apparaît ici, mais qui est éliminé par celui-là. Donc ça c'est normal, ça part bien. Et puis mon z3 facteur de u plus bêta. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'élimine tout le bêta, je fais u égale moins z2 pour éliminer ce terme croisé là, moins z3 pour avoir un moins z3 carré, et puis moins bêta pour enlever tout le bêta. Donc avec ça, je vais avoir v point égale moins x1 carré moins z2 carré moins z3 au carré, et puis mon u du coup en fonction de x1, z2, z3, c'est écrit sous la forme moins z2 moins z3 moins cosinus 3x1 moins z2 moins 2x1 plus 4z2 moins z3 plus 2x1 plus 4z2 moins 3z3. J'aurais pu faire le calcul là. J'aurais pu faire tout le calcul. Oui, je l'ai fait ici. Voilà, magnifique, ça me rassure. Je n'avais pas oublié que c'était encadré ici. Donc 3z2 plus 2x1 moins 4x3 moins cosinus. Je lis parce que c'est pas, mes gribouillis sont pas toujours très lisibles. Cosinus 3x1 moins z2 moins 2x1 plus 4z2 moins z3. Voilà, je vous remercie à tous. Bon courage pour la suite. Et puis, voilà, peut-être on se verra un jour. Hein, si vous voulez voir vos copies, ça va être un peu compliqué là. Il faudrait que je les ai tous imprimés en 4x4. On voit quasiment rien. Donc, ça va pas être très très simple. Mais on trouvera peut-être des solutions. Bonne journée.